Élue dans Marguerite Bourgeois en 1998, Monique Jérôme Forget devient présidente du Conseil du Trésor en 2003. Elle met en branle un imposant projet de réingénierie de l'État. Monique Jérôme Forget est rapidement dépeinte comme une femme de décision qui n'a pas peur d'affirmer ses convictions. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Jérôme Forget. Bonjour, M. Morin. En 2007, M. Charest déclenche de nouvelles élections générales. Avez-vous hésité à vous représenter? En 2007, non. Non. J'allais là, j'étais décidée à me représenter et j'étais heureuse de faire de la politique. C'est en 2008 que là, j'ai eu un peu de réserve, mais on reviendra pour ça. En 2007, non, je voulais qu'on se représente et je voulais jouer encore dans cette équipe. Pourtant, le gouvernement était minoritaire. Est-ce que ça changeait des choses pour vous? Bien sûr. Quand on est minoritaire, moi, je suis contre l'adage qui dit « quand on est minoritaire, on se comporte comme si on était majoritaire ». Oubliez ça. Si vous êtes minoritaire, vous n'êtes que minoritaire. Vous devez, à ce moment-là, on doit toujours le faire d'ailleurs, être conscient de l'opposition. Mais moi, par exemple, mon premier budget, j'avais rencontré de l'ADQ à l'époque, Gilles Taillon avant mon budget, et j'avais rencontré François Legault, qui à ce moment-là était au Parti québécois, avant le budget. Et là, à ce moment-là, vous étiez ministre des Finances. J'étais à ce moment-là ministre des Finances. Alors, à ce moment-là, avant le budget, je les ai rencontrés. Et donc, je me suis assurée que dans le budget, je tenais compte de certains volets qu'ils avaient exprimés. Je leur ai dit que je ne tiendrai peut-être pas compte de tous les volets qu'ils m'ont exprimés, tout comme je ne tiendrai pas compte de tout le programme électoral que nous avions annoncé. Et alors là, j'ai fait des compromis. Et d'ailleurs, quand est venu le temps de voter le budget, rappelez-vous, l'opposition, qui était l'ADQ à l'époque, avait pris la décision 2 minutes après l'annonce de mon budget qu'ils allaient voter contre le budget. Ils ne l'avaient pas lu encore. Ils votaient contre le budget parce que Mario Dumont avait décidé qu'étant l'opposition, le rôle de l'opposition, c'était de voter contre le budget. Et donc, le dernier deal s'est fait avec le Parti québécois, avec François Legault et François Gendron, parce que François Legault était beaucoup plus dur avec moi. Et c'est François Gendron qui était venu mettre de l'huile dans tout ça, un vieux parlementaire, très au fait du parlementarisme, avec lequel on est arrivé à une entente avec le budget pour faire passer le budget. Parce que vous vous rappelez qu'on peut renverser le gouvernement sur le budget. C'est le moment où on peut renverser le gouvernement, c'est le budget. Oui. Donc, il fallait que je m'entende avec les deux partis. Dans ce cas-là, je me suis entendue avec une des partis seulement, le Parti québécois, parce que à ce moment-là, l'ADQ avait décidé de s'en laver les mains. Moi, j'ai toujours estimé que Mario Dumont s'était trompé cette fois-là. Il aurait dû jouer le rôle, dans le fond, d'arbitre dans tout ça. En 2007, M. Charest, dans la composition de son Conseil des ministres, vous nomme, en plus du Conseil du Trésor, ministre des Finances. Est-ce que pour vous, c'était l'aboutissement d'un rêve et comment il vous a présenté ça? D'abord, évidemment, j'étais très flattée. C'était une marque de confiance de la part de M. Charest à mon endroit. Vous savez, M. Charest et moi, on avait une relation bien particulière. J'étais une grande alliée, parce qu'évidemment, elle était responsable du Trésor.
Au Conseil des ministres, j'étais assise à côté de lui tout le temps. Si bien que, puis d'ailleurs, je le fatiguais souvent là, parce que tout à coup, j'intervenais puis il me disait « Tiens-toi tranquille, Monique ». Et donc, Jean Charest m'a proposé ça et j'étais très émue, évidemment. Dans l'opinion publique, les finances, c'est un peu magique comme titre. Quand vous êtes ministre des Finances, supposément là, que c'est là où tout se passe. Contrairement à ma compréhension du gouvernement, où tout se passe beaucoup plus, comme je le disais déjà, au Conseil du Trésor. C'est le Conseil du Trésor qui est le boss, le patron du gouvernement, dans le fond. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote parce que peut-être c'est encore plus révélateur de se faire appeler pour être ministre. La première fois, d'ailleurs, vous êtes très, très, très ému. J'avais de la misère à lire mon texte. Moi, une femme de quand même pas jeune, j'étais très, très émue. Mais alors là, je ne savais pas si j'allais être nommée au Conseil des ministres, au premier Conseil des ministres. Et là, j'arrive, d'ailleurs, c'était fait de façon très secrète. Tout à coup, le téléphone sonne. Madame Jérôme Forget, M. Charest veut vous rencontrer. Vous allez vous rendre au Sheraton, au rez-de-chaussée. Dans quelle salle? Quelqu'un va vous attendre. Personne ne savait que ça se passait au Sheraton. Personne n'était au courant. Quelqu'un m'accompagnait en bas, à l'entrée, m'amenait au 16e étage, je ne sais pas quel étage, je ne me rappelle plus. Puis là, j'ai rencontré M. Charest à cette époque-là. Puis là, il m'a dit, j'ai dit, écoute, je suis toute contente, toute émue d'être nommée. Là, il me nomme président du Conseil des ministres. J'ai dit, écoute, je ne savais pas que je serais nommée, Monique. Tu savais que tu serais nommée au Conseil des ministres. Tu savais ça? J'ai dit, sais-tu, Jean? Non, tu ne sais jamais ce que le premier ministre va faire. On ne sait jamais. On se doute, mais on ne sait jamais. Alors, tout ça, c'était très secret. D'ailleurs, le premier Conseil des ministres, l'annonce, on était dans des autobus avec les vitres teintées, personne ne voyait à l'intérieur. On nous a fait passer dans les corridors de l'Assemblée nationale pour pas qu'ils sachent qui était nommé ministre. Alors, il y avait une espèce de scénario très, 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 très sensationnel. Mais quand j'ai été nommée les deux, président du Conseil et ministre des Finances, il est clair que là, j'emmenais large. J'emmenais large. Et sincèrement, je pense qu'il y a des vertus à ce que le Trésor et les finances travaillent ensemble. Parce que si vous êtes au Trésor, ils vont dire au ministre des Finances, bien, Madame la présidente du Conseil du Trésor, que le ministre des Finances aille chercher l'argent. Parce qu'ils ne veulent pas couper, eux. Puis les finances disent, bien, toi, là, tu as juste 2 pour augmenter les dépenses, coupe. Alors, il y a une espèce de rivalité, à mon avis, presque malsaine. Quand j'avais les deux postes, je me parlais à moi-même. Je me parlais et je me répondais. J'avais les deux rôles. Alors, c'est clair que moi, au Trésor, j'ai toujours vu ça comme un contrôle des dépenses. Et bien sûr, c'était très flatteur de terminer ma carrière ayant été occupé les deux postes. Ça reflétait de la part du premier ministre une très grande marque de confiance. Très grande marque de confiance. Et c'était flatteur, oui. Le cabinet, la formation du cabinet en 2007, gouvernement minoritaire, M. Charest diminue la taille, 18 ministres, 9 hommes, 9 femmes. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, une parité. Est-ce que c'était historique? Est-ce que vous l'aviez souhaité, suggéré, espéré? Vous savez, c'est amusant que vous me posiez la question parce que tout le monde pense que, par exemple, au niveau des sociétés d'État où le gouvernement a imposé également le 50 %, tout le monde a pensé que c'était les femmes au Conseil des ministres qui avaient demandé à M. Charest de le faire. C'est M. Charest qui l'a fait, à notre grande surprise, toutes. Et quand est arrivé ce Conseil des ministres paritaire, c'était également une grande surprise. Et il n'a pas simplement confié des dossiers aux femmes ministres. Il a confié des dossiers importants à ces femmes ministres. Et donc, c'est clair qu'il avait bien sûr du choix, mais il a confié le transport à Julie Boulay. Il y avait la ministre le ministre de l'Éducation, c'est un homme. Ensuite, c'est Éline Beauchamp. C'est clair qu'il a nommé des gros ministères. Il a donné des gros ministères à des femmes, en plus de nommer des hommes. Alors, c'était une première.
Pour moi, c'était bien important parce que moi, je fais partie de la génération des batailleuses, de celles qui ont travaillé pour la promotion des femmes. Aujourd'hui, les jeunes femmes le sentent beaucoup moins. D'abord, elles travaillent à raison de 50 %. Elles sont maintenant majoritaires dans les universités. Je lisais récemment qu'elles sont majoritaires au niveau des doctorats aux États-Unis. Donc, les femmes le sentent moins. Mais moi, dans ma génération, vous savez, quand je suis revenue d'Angleterre et un jour, je dis à ma mère, bon, je ne serai pas à la maison quand Claude revient parce que mon mari était sous-ministre à ce moment-là à Québec. Je ne serai pas à la maison quand Claude revient. Je lui dis ça en passant. Oh, ma mère, Monique, tu ne peux pas ne pas être à la maison. Ton mari était parti toute la semaine. Il faut que tu sois là quand il revient. J'ai dit, maman, il connaît ses enfants. Il est le père de ces enfants-là. Ils vont le reconnaître. Et s'ils le reconnaissent, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez la mentalité qui régnait. Moi, j'étais une des premières femmes à dire, moi, je vais travailler. Aujourd'hui, une femme qui reste à la maison est obligée de se justifier. Moi, dans mon temps, il fallait se justifier si on allait travailler et qu'on avait de jeunes enfants. Alors, moi, j'ai appartenu à cette catégorie de femmes. Donc, pour moi, que le premier ministre du Québec nomme un conseil des ministres 50 % de femmes, 50 % d'hommes, c'était l'aboutissement probablement d'un rêve dans ma vie, en ce sens que là, ça reflétait le plus grand pouvoir au Québec, le pouvoir du gouvernement, qui était partagé également entre les hommes et les femmes. Alors, il est clair que c'était important. Et pour moi, toute ma vie, je me suis battue au moins pour le 25 %. J'ai toujours dit, moi, que quand on représente 25 % au sein d'un organisme ou d'un conseil d'administration, la culture change. Quand on est une, je le sais, j'ai été la token nombre de fois. Ça ne m'a jamais gênée d'être la token. J'ai toujours dit, ils vont en apprendre de ma part, ils vont en avoir plus pour leur argent. Alors, d'être la token, je savais que ça ne me gênerait pas pour intervenir. Et par conséquent, aujourd'hui, c'était un dénouement incroyable de voir qu'on avait atteint ce niveau de 50 %, même si au niveau du 25 %, déjà la culture changeait. Vous aviez été nommé ministre des Finances. Votre premier discours du budget, quelle sorte de sentiments aviez-vous des palpitations lorsque vous êtes présenté pour le livrer? J'avais plus que des palpitations. J'étais très énervée. D'ailleurs, je vais vous dire, la première fois que je suis allée m'asseoir à mon pupitre à l'Assemblée nationale, Jacques Dupuis était à côté de moi. J'ai dit, Jacques, les deux genoux me claquent. Et je suis sûre que ceux qui vont s'asseoir prochainement à l'Assemblée nationale pour la première fois vont avoir ce même sentiment. C'est impressionnant à ce point? C'est très solennel. C'est très impressionnant. Et le premier budget que j'ai fait, c'était très solennel. Monsieur le Président, dans son message inaugural, le premier ministre a évoqué ce budget comme étant celui de la transparence et de la rigueur. Ces deux mots m'ont guidée tout au long de ma carrière. Je le confesse devant vous aujourd'hui, c'en est presque une obsession. Ce premier budget que je présente est également imprégné par cette obsession de rigueur et de transparence, comme vous le constaterez. Car l'argent que nous gérons n'est pas le nôtre. L'argent que nous gérons est celui des Québécois qui travaillent tous les jours pour que nous puissions nous offrir des services publics de qualité. Ne l'oublions jamais. Je vais faire tout ce que je peux pour que chaque dollar que les Québécois nous confient soit géré avec rigueur et transparence. Ce budget, c'est aussi le budget d'un gouvernement qui va de l'avant. C'est un événement important du gouvernement que ce budget. Et d'ailleurs, c'est si important, et là, je vais vous dévoiler un secret qu'a fait M. Charest. Pour ce premier budget que j'ai fait,
il m'a fait venir après le budget, il m'a donné un cadeau, une boîte. Et dans cette boîte, il y avait le drapeau de l'Assemblée nationale qui flottait au Parlement ce jour-là. J'étais très émue de recevoir ce cadeau-là. Il avait mis une note, évidemment, signée de sa signature, me disant que c'était le drapeau. Alors, le premier budget que l'on donne, c'était pour moi, évidemment, très solennel, très important. On se pratique, hein, très, très modestement. Les gens vous répétez votre budget, les gens vous donnent des commentaires sur votre présentation, parce que faut qu'on aille vendre ce qu'on a à vendre. Il faut qu'on aille vendre ce que l'on dit, pourquoi on le dit. Et donc, c'était très émouvant, oui. Dans ce budget-là, quand même, vous avez présenté des mesures qui faisaient consensus parce que le gouvernement était minoritaire, donc il fallait qu'il soit approuvé aussi par l'opposition. Oui, il fallait. Il y avait eu, bien sûr, une grande négociation avec les partis d'opposition, en particulier avec le Parti québécois, mais ça fait partie du budget, ça fait partie du gouvernement. Vous savez, moi, j'avais été à l'école où on parlait de la loyale opposition. Je me rappelle toujours de ce mot, loyale opposition. Ça faisait partie d'un écrit par Bagehot, on dit en Angleterre Bagehot, qui avait parlé du parlementarisme, c'est la Bible sur le parlementarisme. Il parlait toujours de la loyale opposition. Donc, il fallait être respectueuse de l'opposition parce que quand vous avez gagné, vous n'avez jamais gagné le cœur de tous les Québécois. Vous avez gagné parfois presque la moitié, plus souvent qu'autrement loin de la moitié, et par conséquent, vous devez vous comporter comme tel. Vous devez vous comporter comme tel. Et parfois, on a tendance à vouloir se comporter comme on veut totalement. Erreur. Il faut que quand on est dans le parlementarisme, c'est un système qui invite à parler. Hein? Parlementarisme, on parle. D'ailleurs, je faisais toujours une blague. Moi, je dis « je perle », parce que souvent, on parle pour rien dire. Mais il en demeure pas moins qu'on est là pour parler. Et donc, il faut qu'on soit à l'écoute de tout le monde. Bien sûr qu'on veut défendre ce qu'on a à faire. On veut défendre ce qui est contenu dans notre budget, mais on doit être à l'écoute également des autres. Est-ce que c'était difficile de gérer les finances de l'État, là? Vous aviez les deux titres dans un contexte de gouvernement minoritaire? Vous devez toujours être à l'écoute, mais c'est clair que dans un gouvernement minoritaire, c'est plus difficile qu'à d'autres moments, sauf que seul le budget peut renverser le gouvernement. Vous pouvez perdre un vote sans que ça défasse, qu'on défaire le gouvernement, sans que ça renverse le gouvernement. Mais le budget, vous pouvez renverser le gouvernement sur un item budgétaire. Et par conséquent, quand vous défendez le budget, vous défendez le budget de dépenses, de revenus. Mais rappelez-vous qu'au budget, les crédits du Conseil du Trésor sont déposés également. C'est là que les bouquins sont donnés pour déterminer ce que chaque ministre va avoir dans ces bouquins-là. Alors, le président du Conseil du Trésor est là également au dépôt du budget. Malheureusement, les journalistes, vous me pardonnerez, M. Morin, ont d'intérêt que pour le ministre des Finances cette fois-là. Mais ils devraient bien plus s'intéresser au président du Conseil du Trésor, qui, lui, est la police, qui, lui, est le chien de garde. Alors, voilà un rôle très important. Il est clair que ça nécessitait de faire les deux. C'était très accaparant, mais comme je vous avais dit antérieurement, le ministre des Finances est très accaparé quand arrive le rôle du budget.
Mais ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps que le Conseil du Trésor, qui, lui, dure 52 semaines par année, toutes les semaines. Quel souvenir vous gardez de vos années au Conseil du Trésor? Bien, mon souvenir principal, c'était... d'abord, j'ai beaucoup aimé le Conseil du Trésor. Et d'ailleurs, moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivée au Conseil du Trésor, il y avait une lettre sur la table. Et c'était une lettre de Joseph Facal qui disait « Quiconque va occuper ce pupitre va avoir de grands défis et beaucoup de plaisir. » Et j'avais trouvé ça très touchant de Joseph Facal de prendre le temps d'écrire cette lettre-là, et je l'avais appelé immédiatement quand j'avais été nommée pour le remercier de sa lettre qui m'avait beaucoup touchée. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai immédiatement fait quand Stéphane Bédard a été nommé. Je l'ai appelé quelques jours plus tard pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance, parce que je me rappelais combien ça m'avait touchée, et je suis sûre, lui aussi était très ému que je l'appelle et que je lui dise combien le défi qu'il a relevé est un défi important. Alors, d'abord, je garde le souvenir d'une machine extrêmement professionnelle. Les gens du Conseil du Trésor, ce sont des professionnels de très grande qualité. D'ailleurs, quand vous aboutissez au Conseil du Trésor, vous avez passé par ordinairement plusieurs ministères, et donc vous avez une connaissance du gouvernement, et les gens sont conscients qu'ils sont les chiens de garde du gouvernement. Ils ont l'autorité et le pouvoir de bloquer des projets, et ils assument cette responsabilité-là avec beaucoup de rigueur. Et moi, c'est ce que j'aimais. En plus, je sortais d'un institut de recherche antérieurement, donc les membres du Conseil du Trésor, je leur disais de me tenir tête. Ils le faisaient. Ils me disaient, oui, mais Madame la Présidente, ça, là, vous allez avoir tel effet. Moi, je disais, oui, mais regardez, ça a tel autre effet, etc. Et là, j'étais heureuse qu'il y ait des débats au Conseil du Trésor et qu'ils soient capables de parler franchement et de ne pas être à genoux. Le danger en politique, quand on est ministre, c'est de s'entourer de gens qui vont dire comme nous, qui vont nous flatter. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une autre anecdote. Moi, au Conseil des ministres, je voyais également, à titre de chien de garde du gouvernement, mon mandat comme étant le chien de garde auprès du premier ministre. Et moi, j'avais la réputation d'aller voir le premier ministre et de lui dire des choses, des fois, qu'il n'aimait pas entendre. Il n'aimait pas ça, toujours me voir arriver. Je faisais sortir son chef de cabinet, je fermais la porte et je disais, « Jean, là, tu me payes cher. Tu me payes presque 150 000 $ par année pour te donner l'heure juste. Je vais te donner l'heure juste et tu n'aimeras pas ce que je vais te dire. » Là, je voyais, il m'écoutait, il souriait. Puis il disait, « Bon, allez, vas-y, Monique. » Et je lui disais ce que je pensais. C'est très important de donner l'heure juste et de s'assurer qu'il y a quelqu'un autour de nous qui va nous donner l'heure juste, qui ne sera pas à genoux devant nous, qui ne voudra pas simplement nous faire plaisir. « Ah, vous êtes donc bonne, madame. Ah, vous êtes donc bonne, madame. » Non, 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 non. D'abord, je disais aux gens, moi, je le sais que je suis bonne. D'accord? Dites-moi ce qui ne va pas quand j'ouvre la bouche. Dites-moi ce qui ne va pas quand je réfléchis à voix haute. Vous êtes payé pour faire ça. Dans votre titre de ministre des Finances, vous êtes frotté à votre homologue à Ottawa, M. Flaherty, qui voulait imposer une commission pan-canadienne des valeurs mobilières. Quelle stratégie vous avez prise et comment ça s'est réglé? Bon, moi, j'ai pris la stratégie, là, bon, c'était plus facile à vendre que les partenaires publics-privés parce que le Québec, généralement, était en désaccord avec la position du fédéral. Moi, ma position, c'était d'aller le défendre également à Toronto et d'aller le défendre auprès de mes autres collègues ministres des Finances. C'était ça, ma mission. Et la mission de la Commission des valeurs mobilières, moi, je l'ai défendue pas simplement parce que c'était une juridiction du Québec. Je l'ai défendu, ce dossier-là, parce que j'estimais
que les commissions des valeurs mobilières locales étaient plus proches des milieux financiers qu'une commission qui est située à Ottawa. Et que par conséquent, si vous voulez déceler de la fraude, plus vous êtes proche, plus vous allez être habilité à voir ce qui ne fonctionne pas. Parce que les gens de la finance, ce sont des bavards. Des bavards, ça parle tout le temps, ce monde-là. Alors, vous êtes susceptible d'entendre des choses que vous n'entendriez pas si vous étiez à Ottawa par opposition d'être proche du milieu. Et donc, moi, je le défendais sur le plan, je dirais, du dossier. J'estimais que d'abord, on a invoqué que ça coûtait plus cher. Il y a une étude qui a été faite par un académique du Québec, M. Fluet, qui avait fait la démonstration que ce n'était pas plus cher. Deuxièmement, moi, j'avais fait la démonstration que toutes les corruptions qu'on avait décelées aux États-Unis, c'était les commissions des valeurs mobilières locales, parce qu'il y en a également aux États-Unis. Les Enron de ce monde, ce n'est pas la Securities Commission qui l'a découvert, ce sont les gens locaux proches de Enron qui ont tout à coup levé le drapeau. D'accord? Le Securities Commission, là, qui est situé dans la capitale, qui est situé également à New York, bien, ils n'avaient rien vu. Hein? Madoff, est-ce qu'ils l'ont vu venir? Pourtant, il y avait eu des signaux qui avaient été envoyés. Énormément de signaux. Ils ont fait semblant qu'ils ne les entendaient pas parce qu'ils ne voulaient pas les entendre. Alors moi, je dis, plus il y a de police, plus elles sont proches, plus on risque d'être bien servi. Et d'ailleurs, dans la crise financière, le Canada s'est mieux sorti que tout le monde qui avait des commissions des valeurs mobilières, n'est-ce pas, importantes et qui, dans le fond, ont été prises dans tout ça. Et vous avez obtenu gain de cause. Et j'ai obtenu gain de cause parce que là, évidemment, le Québec est allé en appel, s'est rendu à la Cour suprême, et la Cour suprême a décrété récemment que le gouvernement fédéral, là, la Cour suprême l'a fait en invoquant la Constitution. Mais moi, je le défendais en termes de fond, de valeur, de fonctionnement, que la police, parce que la Commission des valeurs mobilières, c'est une police, elle doit surveiller, elle doit être aux aguets et essayer de prendre les coupables. Et plus vous êtes proche, c'est comme la police qui est proche de proximité, elle est davantage capable d'intervenir quand il arrive quelque chose dans son milieu. En 2007 aussi, vous parliez de fraude, il y a la cause de Vincent Lacroix qui avait fraudé des épargnants. À ce moment-là, vous avez dit très clairement que vous souhaitiez une peine très sévère, ce qui vous avait valu évidemment des réprimandes de la magistrature. Est-ce que vous aviez prévu cette riposte-là? Oui, je savais que les avocats, ils avaient la peau courte et qu'ils réagiraient. Supposément que dans la séparation de pouvoir, en disant de telles paroles, j'allais influencer le juge. Quelle fumisterie! Quelle fumisterie! Le juge s'est bien gardé de réagir parce que Monique Jérôme Forget avait dit qu'il devait y avoir une peine sévère. Moi, j'étais une politicienne et je savais qu'il y avait des gens qui avaient perdu toute leur épargne, toute leur épargne. Des centaines, pour certains, c'était leur fonds de pension. Et par conséquent, je n'ai eu aucun remords d'avoir dit les paroles que j'ai dites. Je savais que j'allais être réprimandée. Sincèrement, je le répète encore, il fallait une peine très sévère. Là, il n'y a plus personne qui peut m'empêcher de parler. J'avais raison de le dire à l'époque. Puis les avocats, bien, qu'ils aient la peau moins courte que ce qu'ils ont normalement. Merci, Mme Jérôme Forget. On se revoit la semaine prochaine. D'accord, merci.